Bonjour, bienvenue dans Point de vue, ravi de vous retrouver en direct sur le Figaro TV. Au sommaire de notre émission, aujourd'hui, dernier jour de la visite au Liban du pape. On fera le bilan de ce premier voyage du nouveau pape Léon XIV avec Jean-Pierre Denis, spécialiste du Vatican. BB, deux initiales mythiques, celle de la dernière icône du cinéma français, Brigitte Bardot. Un documentaire sort demain dans les salles. La réalisatrice de cet émouvant portrait sera sur le plateau tout à l'heure. Et pour terminer l'émission, place au grand David. Le peintre a les honneurs du Louvre pour une magistrale rétrospective. Il était à la une également du Figaro hors-série. Isabelle Schmitz, la directrice adjointe de la rédaction des hors-séries, sera avec nous. On la retrouvera en fin d'émission. Voilà, vous avez le programme. Point de vue, c'est parti. Bonjour Jean-Pierre Denis. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes journaliste, écrivain et directeur de la newsletter Théopolitique, un spécialiste avec nous de la vie du Vatican. Alors c'était le dernier jour aujourd'hui de la visite du pape au Liban. Il y a passé 48 heures. Il était en Turquie. On va rentrer dans le détail au fil de cet entretien. Mais déjà, quelle image vous retenez de ce premier voyage du pape et quelles paroles vous retenez? Vous savez, moi j'ai envie de retenir surtout ce qu'il n'a pas fait ou ce qu'il n'a pas dit. Alors, c'est peut-être pas très télévisuel sur votre plateau, vous allez dire, mais alors c'est quoi? Expliquez-nous ça. Au fond, finalement, on attendait de ce nouveau pape de savoir, à partir de ce voyage, quel message fort il allait envoyer, quelle allait être la marque de son pontificat. Et il succède à un pape qui s'est mis beaucoup en avant, le pape François. Tout le monde connaissait les punchlines du pape François. Parfois, ça crispait. En tout cas, on les retenait. Ça avait un écho planétaire. Et donc, on a forcément cet instrument de mesure, puisque c'est le précédent pape, celui du pape François. Et comme c'était son premier voyage, on attendait quelque chose qui allait être très fort, très marqué, peut-être une nouvelle forme de punchline. On a le contraire, en fait. On a un pape qui est plutôt en retrait, je dirais presque un pape qui s'efface délibérément. C'est visiblement un choix. Maintenant, ce voyage nous l'a montré. C'est pas quelqu'un qui va chercher à frapper par une phrase très forte, par un geste très fort. Et quand je dis les visites, les gestes, les mots qu'il n'a pas prononcés, il était en Turquie avant d'être aujourd'hui encore au Liban. Il ne s'est pas rendu, contrairement à ses prédécesseurs, par exemple, à la basilique Sainte-Sophie, reconvertie en mosquée par Erdogan. Il a évité ce passage délicat et polémique. Alors je pense que c'est vraiment un choix délibéré, pensé, réfléchi. C'est quelqu'un qui est très réfléchi, qui est très posé. Et je pense qu'il a décidé que dans un monde très agité, après un pontificat très polémique, les catholiques et peut-être le monde avaient besoin de quelqu'un qui ne fasse pas des grandes phrases, mais qui soit là un peu pour calmer le monde. Au fond, j'ai envie de dire, c'est l'antipopuliste. Le pape Léon XIV, François était évidemment un pape populiste. Il avait d'ailleurs une culture populiste, puisqu'il avait une culture politique péroniste. C'est la culture argentine. Là, le pape Léon XIV... C'est-à-dire une culture péroniste? Le péronisme, c'est quoi en Argentine? C'est la tradition d'un leader fort qui s'adresse au peuple par-dessus toutes les élites, les corps représentatifs, y compris d'ailleurs les élus de la nation. Donc c'est un leader qui va s'adresser directement au peuple. Et c'était ce qu'a fait le pape François tout au long de son pontificat. Il s'est adressé directement à l'opinion publique mondiale, au-dessus de la curie, donc l'instance de gouvernement de l'Église à Rome, au-dessus des cardinaux, il ne les réunissait jamais, au-dessus des évêques, ils n'étaient pas toujours très écoutés, et au-dessus des prêtres qui parfois râlaient. Mais il parlait directement aux fidèles et aux gens qui étaient les plus éloignés de l'Église. Là, on a un pape qui fait le chemin peut-être inverse. Il y a toujours un effet de balancier, en réalité, dans l'histoire des pontificats. Avant le pape François, il y avait Benoît XVI qui était justement... Qui avait un peu cette personnalité assez discrète. Oui, assez un proche, pape aussi assez timide de nature, réservé, et qui succédait à un pape mondial qui était Jean-Paul II. Donc il y a toujours ce mouvement de balancier. Longtemps, on a dit il y a un mouvement de balancier entre les papes. Alors les Italiens disaient il y a un pape rond qui succède à un pape long. Alors le pape rond, c'était Jean XXIII, puis il y a eu Paul VI, puis après il y a eu Jean-Paul II. En fait, ça voulait dire des papes
assez charismatique avec des papes plus intellectuels. Et c'était effectivement l'alternance. Il y a aussi l'alternance entre des pontificats plus conservateurs et plus progressistes. C'est comme ça qu'on a classé, même s'il faudrait vraiment en discuter, Benoît XVI et le pape François. Là, je crois que c'est autre chose. C'est une attitude plus spirituelle, mais qui est très bizarre. En fait, c'est très étonnant parce que on se dit, aujourd'hui, vous avez Donald Trump, vous avez Poutine, vous avez au Proche-Orient, une grande violence. Vous avez des leaders comme Netanyahou en Israël. Aussi, hein. Bon, le président argentin, Milei, voilà, vous avez ces leaders forts et on pourrait se dire, le pape va choisir de parler encore plus fort pour se faire entendre de ces gens qui ne connaissent que les rapports de force. Et en fait, il choisit la stratégie absolument inverse, qui est celle de l'Évangile, en réalité, quand on regarde d'un peu plus près, mais il choisit la stratégie absolument inverse de faire baisser d'un ton tout le monde. Et pour l'instant, moi, comme journaliste, je suis un peu déçu parce que j'entends toujours la petite phrase, vous me demandiez d'ailleurs vous-même, la punchline. Oui, quelle phrase, quelle Mais parole, je pense que pour un catholique, je pense que c'est peut-être quelque chose d'assez profond et qui, sur le long terme, sera peut-être payant. C'est un peu trop tôt pour le dire. Oui, c'est ses premiers pas, hein, c'est son premier voyage. Oui. Il a été élu en mai dernier. Mais vous disiez stratégie. Est-ce que c'est une stratégie ou est-ce que c'est finalement la personnalité du pape, sa formation religieuse? Le pape précédent était un jésuite, celui-ci est de l'école de Saint-Augustin, hein, si je ne me trompe pas. Ça a de l'importance, ça? C'est d'abord sa feuille de route. Si le conclave, les cardinaux l'ont élu, c'est en le connaissant, avec sa capacité d'écoute, de synthèse et, dit-on aussi, de décision, mais de façon assez tranquille. Donc il a été choisi pour cette personnalité-là. Et cette personnalité, effectivement, il l'a manifestée concrètement quand il dirigeait son ordre religieux, aussi dans le monde entier, donc capacité d'écouter, d'entendre et, si possible, après avoir fait un certain consensus, de trancher. Quand on a une église qui était, comme elle était à la fin du pontificat de François, vraiment sous tension, avec des clivages très forts, les cardinaux se sont dit, il faut qu'on arrive à ce que l'institution, en fait, n'explose pas, qu'il n'y ait pas vraiment ce schisme un peu rampant qui peut toujours inquiéter les cardinaux. C'est toujours une inquiétude qu'il y a, des schismes, il y en a dans l'histoire de l'Église, il y a eu le schisme des partisans de Monseigneur Lefebvre sous le pontificat de Jean-Paul II. Donc il y en a eu assez récemment, finalement, ça fait un demi-siècle, hein, donc c'est assez récent dans l'histoire de l'Église, et les schismes sont rarement résorbés. Donc il y avait cette volonté de faire baisser la température. Et il a été choisi, je pense, pour ça. Mais c'est quelqu'un qui est très réfléchi. C'est quelqu'un qui envoie en fait ses messages, parce que des messages, il en envoie. Mais il ne les envoie pas comme on envoie une balle. Vous voyez, il les envoie comme ça, par décret. Par exemple, sur la question des migrants aux États-Unis, oui. Où tous les évêques qui sont plutôt conservateurs sont quand même extrêmement remontés, tous, contre la politique migratoire de Donald Trump. Oui. Parce qu'aux États-Unis, beaucoup de catholiques sont d'origine hispanique, il ne faut pas l'oublier. Le pape soutient clairement les positions de ses cardinaux. Il le fait savoir parfois entre deux portes, il y a une petite caméra, il glisse une phrase, mais il n'a jamais choisi d'interpeller directement Donald Trump. Il n'a jamais choisi d'interpeller le vice-président américain J.D. Vance en lui disant « Attention, si vous allez trop loin, c'est que vous n'êtes pas catholique. » J.D. Vance se revendique comme catholique. Il n'a jamais choisi cette méthode. Il y va par petites touches. Et là, pour revenir au voyage, il y a un choix, évidemment, de ce voyage. Il y a une obligation de célébrer, évidemment, l'anniversaire de Nicée, l'unité des chrétiens, l'œcuménisme. Il y a cette invitation qui est lancée, et c'est peut-être d'ailleurs ce que je retiendrai, qui est lancée à se retrouver en 2033, tous les leaders de toutes les églises chrétiennes à Jérusalem. Oui, mais il a lancé, vous avez vu, il a lancé comme une petite phrase dans l'avion, comme ça, il n'a pas pris une occasion solennelle, il l'a lancé comme un ballon d'essai. Oui, on est en train d'y réfléchir. Voilà, il a lancé juste un ballon d'essai. La signature, finalement, qui est en train de se dessiner de la personnalité ou de la façon dont procède Léon XIV, c'est les petits pas, la politique des petits pas, au contraire des phrases, des déclarations vitupérantes, en fait. Voilà, c'est pour ça que je dis anti-populiste, et peut-être avec le risque de l'effacement. C'est-à-dire que, évidemment, dans un monde dans lequel il y a de plus en plus de bruit, il parle délicatement, doucement,
Et il y a des chances, il y a le risque qu'on ne l'entende pas. Mais je pense que ce risque, il l'a réellement mesuré. Je ne sais pas s'il l'a théorisé, mais en tout cas, c'est ce qu'on voit. Un silence peut avoir... Après, je peux être démenti, peut-être que dans 3 mois, dans 6 mois, dans 5 minutes ou dans 10 ans, le pape fera un grand fracas parce qu'il dira quelque chose de très très fort. Mais en tout cas, s'il fait ça, ça sera après l'avoir vraiment, vraiment médité et choisi. Voilà. Là, il était en Turquie et au Liban. C'était son propre choix de se rendre dans ces pays ou c'est un héritage du dernier pontificat de... Le voyage en Turquie, la commémoration du credo commun, donc du Concile de Nicée. Donc c'était vraiment incontournable. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est le Concile de Nicée ? C'est simplement, si vous voulez, les chrétiens, après la mort de Jésus, ont mis plusieurs siècles en fait à se mettre d'accord sur des définitions fondamentales. C'est ce qu'on appelle le credo, c'est-à-dire en quoi on croit. Et évidemment, les sujets qui ont fâché, qui ont été vraiment les plus difficiles à établir, c'était quelle était la nature en fait du Christ. Est-ce qu'il était un homme exceptionnel ? Est-ce qu'il était Dieu ? Est-ce qu'il était homme et Dieu ? C'est vers là qu'on est arrivé. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et une définition de la Trinité. Et en fait, arrivé, pour le dire simplement, le credo, en fait, ce sont des paradoxes qui s'équilibrent. Jésus est homme et Dieu. Dieu est un, mais en 3 personnes. Et en fait, ces équilibres tiennent le christianisme depuis les débuts. Et chaque fois qu'on déséquilibre cet édifice, ça devient en fait tout simplement une hérésie et l'édifice s'écroule. Donc c'était très important de revenir, de réexpliquer, de célébrer en fait ce qui fait tenir l'édifice sur le plan théologique. Évidemment, il y a le message de Jésus, il y a l'évangile, mais il y a cette construction qui fait tenir le christianisme depuis 17 siècles en réalité. Donc c'était important de le célébrer, c'était évidemment nécessaire, et c'est dommage qu'il n'ait pas pu être célébré en présence de l'Église orthodoxe de Moscou, qui évidemment n'était pas là, parce qu'il y a une rivalité avec le patriarcat de Constantinople, donc l'Église qui est aujourd'hui en Turquie, en fait, qui a son siège en Turquie. Il faut rappeler que la Turquie a été pendant très longtemps chrétienne, a été même un berceau du christianisme. La Turquie, c'est un des berceaux du christianisme, la preuve, cette commémoration du credo. C'est aussi un pays dans lequel, malheureusement, les chrétiens sont aujourd'hui une infime minorité, d'ailleurs souvent rajeunie par des personnes qui arrivent d'autres pays, notamment d'Afrique, comme dans beaucoup d'ailleurs de pays européens. Ce qui m'a un petit peu gêné, je vais être franc, c'est que la Turquie, c'est aussi le pays du génocide arménien. Le pape n'a jamais employé le mot de génocide en Turquie. Alors vous allez me dire, s'il le faisait, c'était justement la polémique, l'explosion, la crise. Il est allé vraiment au minimum de ce qu'il pouvait faire en évoquant les malheurs du peuple arménien dans l'histoire, mais de façon extrêmement diluée, en se rendant chez les Arméniens, en partageant le pain avec eux. Mais ça, c'est un de vos regrets qu'il n'ait pas évoqué le génocide. Il y a quand même 2 phénomènes qui sont marquants. 1915. Il y a le génocide de 1915 qui fait l'objet d'un véritable négationnisme d'État en Turquie. Donc ça, c'est un premier problème. Et puis, il y a eu le problème récent du Haut-Karabakh, qui était une terre arménienne contrôlée par l'Arménie et qui a été conquise par l'Azerbaïdjan. Et le pape François était resté extrêmement discret sur ce sujet. Ça avait d'ailleurs interrogé, surpris, choqué même certaines personnes. Et moi, je faisais partie de ceux qui étaient quand même troublés par ça. Et là, je vois qu'il y a une autre forme d'évitement. Donc, il y a un paradoxe, parce qu'on va célébrer l'unité des chrétiens, mais sur la question arménienne, en se rendant en Turquie, le pape était mal placé. Alors, quelle explication à ça ? Je crois que simplement, c'est qu'il y a une si petite minorité chrétienne en Turquie que le pape ne veut pas l'affaiblir encore plus et l'exposer encore plus à des persécutions. Donc ça peut tout à fait se comprendre, mais certainement, c'est quand même un silence qui est assez marquant, je trouve. Au Liban, où il était encore ce matin, où il a célébré une messe devant 150 000 personnes devant près du port, le fameux port de Beyrouth, où il y a eu une explosion phénoménale avec 235 morts, de nombreux blessés.
Léon XIV a exhorté les Libanais à rester dans leur pays, le Liban, qui est une terre aussi, qui a une place particulière dans le monde chrétien. Oui, alors c'était déjà le message de Jean-Paul II, donc on en est déjà à plusieurs papes, c'était déjà Oui. la hantise même de Jean-Paul II. Oui, Jean-Paul II disait que le Liban est un message. de liberté. Et vous voyez, on se souvient des phrases de Jean-Paul II. C'est un message de liberté, un exemple de pluralisme pour l'Orient comme pour l'Occident. C'était Voilà. les mots de Jean-Paul II. Et malheureusement, ça n'a pas suffi. Quand le pape demande aux Libanais de rester, il pense en particulier aux chrétiens, évidemment. Les chrétiens sont beaucoup partis pour un ensemble de raisons. D'abord parce que le Liban est un pays en crise structurelle. Ensuite parce que le Liban était un pays déséquilibré avec le quasi-contrôle en fait, du pays par le Hezbollah. Maintenant, les choses sont en train de se rééquilibrer après l'intervention israélienne. On a vu ces images, pardon de vous couper, je ne sais pas si vous avez vu ces images du Hezbollah, des fervents supporters du Hezbollah accueillant le pape Léon XIV à Beyrouth. Oui, alors c'est une bonne chose. On le voit à l'heure actuelle, oui. là. C'est une bonne chose. Après, c'est de la propagande. On va dire, oui, à mes yeux, oui, c'est de la communication politique, pour employer un terme neutre. Mais oui, enfin, l'emprise du Hezbollah sur le Liban était quand même extrêmement problématique. Tout le monde, les chrétiens le savent très bien, ils l'ont subi. Le Liban, c'était quand même un pays qui avait été créé, au fond, pour les chrétiens. Et les chrétiens sont partis aussi parce qu'ils avaient un niveau socio-culturel supérieur. Vous savez, quand les gens quittent leur pays, c'est parfois en fait parce qu'ils ont déjà une certaine éducation, un certain niveau, quelques moyens. Voilà. Et je pense que le pape vient les rassurer, c'est bien. Et je trouve que le plus fort, c'est quand il a dit aux jeunes, je ne le cite pas mot pour mot, mais je retiens l'idée, c'est peut-être que nous, les adultes et générations qui précèdent, on a tout raté, mais vous avez quelque chose que nous n'avons pas, vous avez le futur, il est entre vos mains. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant et pertinent, d'ailleurs, pour tous les jeunes, en fait, dans un monde inquiet. Dire, vous avez le temps. Vous avez le temps devant vous, voilà. Et je trouve que c'est assez... c'est typiquement dans sa manière, finalement. Voilà, c'est pas une déclaration politique, mais c'est quand même quelque chose qui va aller encourager en profondeur. Une des dernières questions, parce que notre entretien commence à arriver à sa fin. Il y aurait une visite du pape, du nouveau pape, du pape Léon XIV, un voyage en France, un peu qui serait dans les tuyaux, pour parler familièrement? Oui, bien sûr, parce que dès que le pape est arrivé, vous pouvez faire confiance aux cardinaux français pour lui avoir suggéré de venir. Après, ils ne sont pas les seuls. Oui. Donc, l'Église catholique, elle est répandue dans le monde entier. Donc, tout le monde va voir le pape chez lui. Il y a le temps parce que c'est un pape assez jeune. Moi, j'ai pas d'informations particulières. Ce que je peux dire simplement, c'est que François s'était mis lui-même dans une situation assez compliquée en disant qu'il voulait aller dans les églises plus marginales. Il était venu en Corse quand même. Mais il est venu à Strasbourg, mais au Parlement européen. Il est venu en France, mais il a dit que ce n'était pas une visite d'État. Il est venu en Corse. Il est venu à Marseille. En fait, c'est le pays qu'il a le plus visité. Il faut quand même le savoir. Strasbourg, Marseille, Ajaccio. Simplement, comme il n'est pas venu à Paris, peut-être comme il n'est pas allé à Lourdes, on dit qu'il n'est pas venu en France. Attendez, il venait 3 fois en France. Mais bon, on reste avec cette situation un peu paradoxale. Là, il est certain que le pape viendra. Il ne peut pas venir pendant les périodes électorales. Ça, c'est la tradition diplomatique du Saint-Siège. Donc évidemment, de toute façon, ça ne sera pas avant les municipales. Après, il y aura assez rapidement les présidentielles. Donc il va y avoir une fenêtre de tir entre les municipales et les présidentielles. C'est tout ce que je peux dire. Voilà. Pour l'instant. Merci Jean-Pierre Denis d'avoir été avec nous et de nous avoir éclairé sur ce voyage et ses premiers pas diplomatiques aussi du nouveau pape Léon XIV. Je rappelle que vous êtes le directeur de la newsletter Théo Politique. Merci d'avoir été en direct avec nous. Alors que Brigitte Bardot, une des dernières icônes du cinéma français, a été récemment hospitalisée, un documentaire sort en salle demain mercredi, un portrait émouvant d'une des plus grandes stars françaises, l'occasion aussi d'une mise au point sur les polémiques qui ont parfois accompagné l'actrice tout au long de sa vie. Je vous propose de regarder la bande-annonce du documentaire. Ma vie a été plusieurs vies. She was a dancer, she was a model, an actress, a singer. Brother was definitely an iconic image. La gloire, c'est formidable et c'est invivable.
It's not love anymore, it's rage. Elle a osé avant tout le monde. This figure. On se rend compte à quel point elle a pu nous libérer. Je savais pas la révolution que j'allais amener, moi. C'est pas marqué dans le scénario. Brigitte Bardot is a myth built on deep fragilities. Je suis née libre et je mourrai libre. Toute sa vie, elle a tenté de la perdre. Et voilà ce qu'on tue. Ça a été la première personnalité d'envergure à s'engager sur la cause animale. Well, she understands the power of celebrity. Bardot went one step too far for French anti-racist organizations. It's all about disruption. Je me fous qu'on se souvienne aux animaux. Bonjour Elora Thévenet, merci d'être en direct avec nous sur le plateau de Point de Vue. Merci. Vous êtes la co-réalisatrice avec Alain Berliner du documentaire Bardot qui sort demain en salle, dans les salles de cinéma. Comment Brigitte Bardot a accueilli votre projet quand vous lui avez proposé ou soumis? Alors, on a eu l'occasion et la chance de faire ce documentaire Ouais. grâce aux animaux. Parce que c'est vrai que le documentaire va reverser une partie des recettes à la Fondation. Mhm. Et Brigitte, ça fait très longtemps qu'elle s'est retirée de tout ce qui est cinéma. Disons que tout ce qui la concerne l'importe peu. Et la seule chose qui la concerne, c'est les animaux. Donc c'est Donc par vous ce l'avez biais-là. convaincu par ce biais-là, Oui. parce que vous-même aussi, vous avez, je crois, travaillé à la Fondation Bardot. bénévole. c'est ça Vous avez été bénévole. Quand j'étais jeune, j'avais été bénévole pour la Fondation. Et c'est vrai que j'avais eu la chance parce que Brigitte Bardot prend le temps de répondre personnellement à tous ceux qui lui écrivent, Oui. ce qui est assez fascinant de mon point de vue. Je ne connais pas d'autres célébrités qui font ça. Et elle prend le temps de s'asseoir à son bureau et de répondre à tout le monde. Et elle m'avait écrit une lettre quand j'étais jeune pour me remercier d'être bénévole à la Fondation. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais été un peu ambitieuse et je lui avais proposé de tourner dans un film, mais j'étais très jeune. Oui. Et elle m'avait dit malheureusement, elle tournerait plus jamais. Mhm. Et finalement, on a tourné ensemble et c'est le grand retour de Brigitte Bardot au cinéma après plus d'un demi-siècle d'absence. Donc cet argument sur les animaux et qu'une partie des recettes aille à sa fondation, ça a fait mouche. Est-ce elle vous a accordé un ou des entretiens, plusieurs Oui, entretiens? il y a eu plusieurs entretiens. Il y en a eu un premier au tout début du film Oui. et un deuxième à la fin du film qui s'est passé en janvier 2025. Et ça nous a permis de créer aussi la structure du film et après de pouvoir discuter avec elle de tous les éléments qu'on avait mis en avant dans la narration. On entend effectivement cette voix. Quelles ont été, et on la voit un petit peu, quelles ont été les conditions en fait de ces entretiens filmés ou enregistrés plus exactement? Alors au départ, on devait juste avoir sa voix. Et c'est d'ailleurs sa voix qui porte vraiment le film. C'est le fil rouge du film. Et puis finalement, durant la ligne de départ, et elle a accepté encore une fois grâce à ses animaux, puisqu'on a tourné avec sa jument, avec son petit chat. Donc Et vous avez d'ailleurs- tourné à Saint-Tropez, là où elle habite. Et donc c'était à la Garrigue. Ça s'est déroulé, une fois qu'elle avait accepté, elle était comment, Brigitte Bardot, avec vous? Elle Alors, s'est livrée à cœur ouvert, vous diriez? totalement. Oui. Brigitte Bardot, quand on la rencontre, on a la chance de rencontrer quelqu'un d'entière, de sincère et d'authentique. Elle a répondu à toutes les questions sans filtre. Elle était très touchante, émouvante. Elle a même pleuré en me tenant la main quand on parlait de certains sujets. Et moi, j'ai eu la chance de la rencontrer. Et ce que je veux absolument, c'est que le public aussi ait la chance de passer un moment avec elle en allant en salle. Parce que je pense j'aimerais que les gens la découvrent comme je l'ai découverte. C'est-à-dire, quand vous dites, à plusieurs moments, elle m'a tenu la main, elle a pleuré, quels sont les moments qui l'ont fait pleurer, les Brigitte? bébés phoques, par exemple. Et puis aussi, quand on a parlé des femmes de sa vie. Alors, les femmes de sa vie, Brigitte Bardot avait autour d'elle plusieurs... Dernières nouvelles, est-ce que vous avez des nouvelles de la santé, de l'état de santé de Brigitte Bardot à l'heure actuelle? Alors, Brigitte Bardot, elle se repose. Elle doit se reposer. Et malheureusement, quand on a 91 ans, elle a l'âge de mes grands-parents, qui sont malheureusement décédés. Mais du coup, je connais très bien le yo-yo, où on ne sait jamais, un coup ça va pas, un coup ça va, mais là, elle se repose. La fragilité Oui, de la... de la vie et de la vieillesse. Alors,
parmi les sujets, parce que tous les sujets sont évoqués dans le documentaire. Vous l'avez dit, il n'y a pas de tabou. Eh bien, il y a celui de la mort. Elle en parle, Brigitte Bardot, de la mort. D'ailleurs, c'est vrai que c'est un moment très touchant à la fin du film parce que quand on sait... il y a des personnes qui sont dans le film qui sont décédées. Par exemple, Christian Brincourt, qui était reporter à Paris Match, qui était aussi son ami. Jean-Max Rivière, hier à Qui lui a l'avant-première... écrit beaucoup de chansons, Exactement. merveilleuses chansons. Hier à l'avant-première, on avait la chance d'avoir Francine Rivière, la femme de Jean-Max, et aussi Marc, le fils de Christian. Mais c'est du coup très émouvant de les voir à l'écran et d'entendre Brigitte dire qu'elle croit en l'esprit des gens qu'on aime et qui sont passés de l'autre côté. Et fondamentale dans toute sa vie. Comment elle vit justement, elle a 81 ans, elle a fêté ses 91 ans en septembre de mémoire. Elle est assez triste parce qu'elle a le sentiment que le combat, c'est aussi une réalité, le combat pour la cause animale est jamais terminé. Et malgré qu'elle ait fait passer beaucoup de lois, malgré qu'elle ait fait beaucoup, elle a le sentiment que ça s'arrêtera jamais. Et d'ailleurs, quand Brigitte Bardot, elle revient dessus. Ça lui tenait à cœur de revenir justement sur ces propos polémiques, ces condamnations. En tout cas, on s'est intéressé vraiment à tout. C'est pour ça que c'est pas une agiographie. Et donc il y avait aucun tabou. On lui a posé la question et elle a répondu de manière sincère et authentique comme d'habitude. Et c'est vrai que c'est un des moments peut-être aussi les plus touchants dans le documentaire. Je laisse peut-être le public découvrir ce qu'elle dit, mais en tout cas, c'est vrai que Brigitte Bardot, elle a un certain vocabulaire. Par exemple, elle va dire c'est formidable, c'est terrible, c'est barbare, et elle l'emploie envers tout le monde, et surtout quand c'est négatif, envers ceux qui maltraitent les animaux, quelle que soit la couleur de leur peau, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur origine. Elle fait pas de distinction. Mais quand on remet pas dans son contexte ou quand on la connaît pas bien et quand on se rend pas compte qu'elle utilise le même vocabulaire pour tout le monde, on peut faire on peut le dire qu'elle est... lui choquée par des propos. Voilà, exactement. Mais c'est vrai aussi qu'elle a reconnu qu'elle avait fait des généralités et qu'on oublie de la remettre aussi dans son époque, puisque l'époque de mes grands-parents, c'est aussi une époque où ça parlait fort, où ça faisait plus de généralités, alors qu'aujourd'hui on fait beaucoup plus attention. Et elle s'excuse si elle a blessé des gens, parce que son but n'était pas du tout de faire des généralités et de mettre tout le monde dans le même bain, comme elle dit, mais juste de défendre les animaux. Vous dites, vous l'avez vu à la fin du documentaire. Elle a vu, Brigitte Bardot, le documentaire fini. Vous l'avez pu lui montrer. Est-ce que vous l'avez regardé ensemble ? Alors, on a regardé ensemble beaucoup du documentaire. Et c'est là aussi où elle caressait l'écran quand elle voyait son petit chat. Mais c'est vrai qu'il reste encore une partie à lui montrer. Après, elle connaît tout le fil rouge. Parce que forcément, le fil rouge, c'est elle, c'est sa voix. C'est elle qui se raconte. Mais comme finalement le film vient de sortir et qu'on a fait des petits ajustements jusqu'au bout, mais bon. Vous n'avez pas pu encore lui montrer vraiment la version définitive, c'est ça ? Si, elle a vu, mais disons que la peaufiner, non. Enfin, elle a vu des extraits, mais pas encore tout en entier. Est-ce qu'il y a un projet, une envie de retourner à la Madrague, à la Garrigue et de lui montrer... Oui, totalement. Et j'ai hâte. Vous avez hâte ? Oui. Après, elle a le film, donc je sais pas, peut-être elle nous attend, ou peut-être finalement qu'elle va le voir avant qu'on ait l'occasion d'aller la voir. Parce que là, avec la sortie, c'est vrai qu'on est très pris à Paris et qu'il faut aller à Saint-Tropez. Mais donc, en tout cas, ça va être imminent. Donc, vous ne savez pas ce qu'elle en pense, là, par définition ? Si, on sait quand même... Si vous avez eu quelques petits échos ? Si, on sait ce qu'elle en pense. Et puis, on sait aussi que Brigitte, dans tous les cas, elle, vraiment, tout ce qui tourne autour d'elle, elle s'en moque. C'est-à-dire que ça la touche énormément quand on parle des femmes qui ont accompagné sa vie. Ça la touche énormément même quand on parle de ses amours, quand on parle de son combat pour les animaux. Mais elle, de manière générale, elle n'a pas vraiment de... Disons que sa personne ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment les autres. Les c'est quelqu'un animaux de généreux. Et son combat. Oui, et même les femmes aussi, parce qu'on découvre dans le film, enfin les femmes, de manière générale, on découvre à quel point elle a aidé plein de gens tout au long de sa vie. Et c'est surtout, elle est plus tournée vers les autres, elle n'est pas tournée vers elle-même.
Comment vous, la jeune femme que vous êtes, je ne connais pas votre âge, mais vous êtes une jeune femme, quel est votre premier souvenir de Brigitte Bardot? Comment, entre guillemets, vous rencontrez l'icône du cinéma français? Alors, il y en a plusieurs déjà. Mes grands-parents, ma grand-mère, elle se teignait les cheveux en blond comme elle. Elle allait découper les patrons dans les magazines pour faire les mêmes robes. Mon grand-père, sur les chantiers, avait un portrait de Brigitte et il était fier de dire que le plus beau visage était français. Donc, il y avait tout ce côté générationnel. Et puis moi, surtout, je connaissais le côté défense des animaux. Et à l'époque où je croyais être en avance quand j'étais végétarienne au lycée, je me suis rendu compte qu'elle l'était avant même que je naisse. Et donc ça, c'était surprenant pour la jeune fille que vous êtes. Je la trouvais très en avance sur son temps. Elle a été précurseur de beaucoup, beaucoup de choses. Précurseur dans le combat vis-à-vis de la maltraitance et le Animal, bien-être animal. l'avortement, une sorte de sororité aussi dans le cinéma. MeToo, on en parlait avec Clouzot. Elle a été en avance sur beaucoup, beaucoup de choses. Oui, parce qu'elle tourne avec Clouzot et il y a une anecdote assez extraordinaire que je ne connaissais pas, ou j'avais oublié. Clouzot était connu pour être très maltraitant et très dur avec ses actrices. Et qu'est-ce qui se passe avec Brigitte Bardot? Avec Brigitte Bardot, ça allait très loin parce qu'il l'a même droguée. Droguée? Et puis, oui, pour une scène. Et il l'a aussi giflée. Mais elle lui a rendu la gifle et elle lui a écrasé un pied, comme raconte sa maquilleuse dans le film. Elle lui a dit « Vous savez que moi, on ne me frappe pas ». Et donc, c'était aussi très courageux et précurseur de se rebeller à l'époque contre un réalisateur où c'était plus ou moins OK de frapper les comédiennes. Oui, ou une époque où le réalisateur était tout puissant vis-à-vis des acteurs et surtout des actrices. Le documentaire sort en salle demain, c'est ça? Oui. On peut le voir dans toute la France? Oui, Oui, absolument. dans 150 salles, si j'ai bien lu. J'ai pas le chiffre exact, mais c'est à peu près ça. Vous êtes un petit peu... Dans quel état d'esprit vous êtes à... Je suis très heureuse parce que on a déjà montré le film à beaucoup de personnes, Oui. aux gens de la Fondation, à ses amis proches, à elle aussi quand même. C'est vrai, elle a vu beaucoup du film. Et je pense qu'enfin, les gens vont la redécouvrir. Et c'est très important. Parce qu'elle mérite d'avoir un regard plus bienveillant pour elle. C'est quelqu'un de tellement empathique, bienveillant, sincère, touchant, qu'elle mérite... Qu'on la redécouvre, c'est ça? Parce que Exactement. vous pensez que Qu'on les la gens ont une rencontre. mauvaise image d'elle? Je pense certaines personnes, oui. Brigitte Bardot, le documentaire s'appelle tout simplement Bardot. C'est en salle demain, dans beaucoup de cinémas et partout en France. Merci. Et Laura Thévenet d'avoir été avec nous. Je reprécise que vous êtes la co-réalisatrice avec Alain Bernet de ce documentaire. Merci d'avoir été en direct avec nous. Merci. À l'occasion du bicentenaire de la mort du peintre David, l'artiste a les honneurs du Louvre et celui du Figaro. Hors série, peintre de la Révolution et de l'Empire, on découvre un artiste aux multiples facettes. On y revient avec Isabelle Schmitz, c'est la directrice adjointe du Figaro hors série. En attendant qu'elle me rejoigne sur le plateau, je vous propose d'écouter le commissaire de l'exposition. Dans cette exposition consacrée au peintre Jacques-Louis David, nous avons voulu montrer tout d'abord qu'il s'agissait d'un grand peintre, parce que c'est un artiste qui est très souvent reproduit, notamment dans les manuels scolaires, et on avait fini par oublier que c'était aussi un peintre et pas seulement quelqu'un qui produit des images. Donc nous avons réuni des œuvres de toute sa carrière. Elles sont souvent accrochées beaucoup plus bas, ce qui permet au public d'entrer directement en contact avec elles. Et puis certaines œuvres, comme Madame Récamier, ont été restaurées, retrouvant toute l'énergie de la touche de David. Ce qu'on a voulu montrer aussi, c'est que c'est peut-être le premier artiste moderne engagé, et dans cette exposition, on réconcilie d'une certaine manière l'homme et l'œuvre, sachant que c'est un grand peintre, mais ça a été aussi un homme politique, en particulier pendant la Révolution et pendant la période des années 1793-1794, qu'on appelle la Terreur, période au cours de laquelle il était très proche de Robespierre.
Bonjour Isabelle Schmitz. Bonjour Anne. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes la directrice adjointe de la rédaction des Figaro hors série qui consacre sa une à ce grand peintre David. On va voir tout de suite cette une David, un monde nouveau. David, donc qui fait la une du Figaro hors série. Et même tout le numéro. Et tout le numéro, bien sûr. 160 pages. 60 pages. 160 pages à retrouver dans tous les kiosques, et puis bien sûr qui est au Louvre, hein, c'est la raison de ce hors-série. David, c'est un artiste qui vit dans une époque mais extrêmement tumultueuse. Hein. Il a vécu 6 régimes, c'est ça, de mémoire, hein. Oui, voilà, il naît sous la monarchie de Louis XV, sous le règne de Louis XV, il verra le règne de Louis XVI. Il sera un membre actif de la Révolution et de la Terreur, on en parlera, puis l'un des peintres prépondérants de l'Empire, et il connaîtra aussi la Restauration et mourra en exil à Bruxelles. Donc il vit en fait de 1748 à 1825, et effectivement à une période où l'histoire avance au galop, avance, recule, revient, et lui est aux premières loges, puisque c'est un peintre qui s'affirmera par sa peinture d'histoire. Par sa peinture d'histoire, on va y revenir. Période tumultueuse, caractère aussi, hein, tumultueux et excessif. Hein. Oui, alors c'est un enfant, si l'on considère que l'enfance peut avoir influencé vraiment la vie elle-même, c'est un enfant qui est le pauvre affligé d'une disgrâce, puisqu'il a une sorte d'excroissance, d'abcès qui lui sort de la joue, c'est un peu le souffre-douleur de sa classe, il s'exprime mal à un siècle où on peut boiter comme Talleyrand, mais à ce siècle où l'art de la conversation est tellement fondamental, avoir une difficulté d'élocution, c'est à tous les coups s'attirer les moqueries, le mépris, et sans doute il en gardera une sorte d'amertume de blessure, hein, qui se reflète dans son caractère. C'est David, le peintre de nos livres d'histoire, mais pas que. Mais on se souvient tous de lui dans nos livres d'histoire. Quelle formation, quelle éducation il reçoit, David ? Alors, il naît dans un milieu de commerçant par son père et d'artiste par sa mère. Sa mère est liée au peintre Boucher, qui est peintre du roi, qui est emblématique du style rococo, de toutes ces marquises alanguies dans des boudoirs. Et au départ, il aime bien ce style. Il perd son père à l'âge de 9 ans, et alors qu'il a été formé chez les religieux à Picpus, sa mère le confie à l'un de ses oncles, qui est architecte, et qui détecte très vite ses dons en dessin, et qui du coup lui fait donner des cours de peinture. En fait, très rapidement, il en fait, ça devient sa vie, son métier. Il se forme chez le peintre Joseph-Marie Vien, qui est un des peintres, l'un des premiers en fait à avoir imposé le goût de l'antique. On assimile souvent l'antique à la Révolution. Or, en fait, c'est une lecture rétrospective, parce que sous Louis XVI déjà, fin Louis XV et Louis XVI, le goût de l'antique est déjà très à la mode et va démoder tout ce que j'évoquais avant, Boucher, Fragonard. On disait que également il était il avait vécu cette période de la Révolution. Il était très impliqué. Moi, c'est ce que j'ai redécouvert à travers votre hors-série, Isabelle, qu'il était très impliqué dans la Révolution. Oui, alors à quel point ? J'ai omis de dire une chose dans sa formation, c'est que le pauvre David, au départ, mais quand même, est recalé 3 fois à l'Académie royale de peinture. Et il en conçoit beaucoup de rancœur contre l'Académie royale, dont il devient un membre quand même en 1774. Il va à Rome, il a toute la formation, il devient peintre du roi, donc il vit dans ce milieu, mais il a tellement été humilié par ces 3 refus successifs, il a même tenté de mettre fin à ses jours, de se laisser mourir de faim lors du 3e refus, qu'il va vouloir détruire cela. Et c'est important, parce qu'on a dans le Figaro hors-série un article très intéressant de l'historien Patrice Guénifet, qui soutient la thèse que David n'est pas un idéologue, qu'avant 1789, on n'a aucune trace d'un quelconque engouement pour les idées des Lumières. Lui, il ne partage pas forcément les convictions révolutionnaires.
révolutionnaire. Non, au départ, non. Simplement, quand même, en fin 1790, il est inscrit au Club des Jacobins. Et petit à petit, il va adopter ce courant de l'histoire et il va s'imposer. Et alors, c'est vrai qu'il va tenir un rôle prépondérant puisqu'il va être membre du comité de sûreté publique qui décide, qui fait des listes d'arrestation. Et on dit que David a signé un tiers des condamnations à mort prononcées lors de la Terreur, ce qui n'est pas rien. Oui. Et que d'ailleurs, à cette période-là, il délaisse sa peinture parce qu'il est trop pris par la lutte politique. Danton et Camille Desmoulins étaient ses amis. Il va participer à leur arrestation. Il dira même un mot assez cruel de « nous les tenons, ils n'en réchapperont plus ». Et on dit qu'il aurait insulté Danton alors qu'il est sur la charrette qui le conduit à l'échafaud. Danton, Desmoulins qui sont exécutés, je crois, le même jour, en tout cas dans la même période. Oui. Et très peu de temps avant, il avait quand même peint la petite famille de Camille Desmoulins, Camille et Lucile avec leur fils. On peut supposer que les liens entre le peintre et ses modèles étaient très cordiaux, très amicaux. Ça ne l'a pas empêché de les condamner à mort et d'avoir une attitude assez détestable. Il a été ami avec Marat. Marat, bien sûr, on se souvient de ce tableau, on l'a tous en tête. Marat dans son bain, assassiné par Charlotte Corday. Il élève, est-ce qu'on peut dire que à travers sa peinture et son implication dans la Révolution, il élève ces révolutionnaires au rang de martyrs? Alors absolument, dans le cas de Marat, c'est très net. Il y a aussi le jeune Barras, un jeune garçon qui a été assassiné, tué par des royalistes qui est dessiné par Marat et comme un enfant est tombé héroïquement pour la cause de la Révolution. Ce qui est très intéressant dans le portrait de Marat, c'est qu'il le représente avec tous les codes de la peinture religieuse de la Pietà. On a l'impression du Christ descendu de sa croix. D'ailleurs, Marat est assez beau, ce qui, dans la réalité, n'était pas le cas. Marat est apaisé. Il n'a plus cette terrible maladie de peau qui le contraignait à passer plusieurs heures dans sa baignoire. Il est en train de rédiger un assignat pour venir en aide aux nécessiteux. Or, en général, les billets qu'écrivait Marat, c'était plus dans l'Ami du peuple pour appeler à la lutte à mort, en fait, contre les ennemis de la Révolution et pour dresser des listes de condamnés à mort. Donc là, il enjolive quand même pas mal l'histoire. Et puis, il dédicace son tableau. La première dédicace, c'est à Marat, David. Et puis quand il sent le vent de l'histoire tourner, parce que le vent tourne très très vite à cette période-là, et que Marat va être... que la mémoire de Marat est moins glorieuse et commence à être suspecte, là il met une autre dédicace qui dit n'ayant pu me corrompre, ils m'ont assassiné. Voilà, c'est quelque chose de plus neutre qui ne l'associe pas directement à Marat. Alors David n'a jamais eu l'occasion de peindre le roi Louis XVI. Il a croqué la reine Marie-Antoinette dans un moment bien particulier. C'est quand Marie-Antoinette est sur, on va voir le petit croquis, sur sa charrette en partance pour l'échafaud. Ouais, c'est un croquis qui est assez terrible parce qu'il représente cette reine de 37 ans qui vient de passer en prison sa dernière nuit, qui a sans doute très peu dormi, à laquelle on a coupé les cheveux. Il la représente vraiment sans aucune pitié, je dirais. On a l'impression d'une vieille femme qui a les traits pincés. Ce portrait, il me semble, en dit beaucoup sur la rancœur qu'il nourrissait. Il faut savoir aussi que David avait joué un rôle particulièrement peu reluisant puisqu'il a fait partie de la commission d'enquête qui était chargée d'établir s'il y avait eu relation incestueuse entre Marie-Antoinette et son fils. Affaire montée de toutes pièces et qui... pour condamner la reine. Pour condamner la reine, voilà. Et donc, c'est vrai que ce portrait est très frappant. Assez saisissant. Assez saisissant, et on ne sait pas finalement qui de l'artiste ou du révolutionnaire œuvre à ce moment-là, au moment de la croquer. Alors, peintre de la Révolution, mais c'est aussi le peintre de Napoléon, David.
Et oui, parce que David a trop de talent pour que Napoléon l'ignore. David espère être le premier peintre de Napoléon, mais il y a une rivalité avec Vivant Denon, qui est aussi un camarade de combat de Napoléon, et qui du coup contrôle un peu trop les arts au goût de David. Mais c'est quand même David qui va faire cet immense tableau du sacre de Napoléon, et qui est en fait le sacre de Joséphine. Nous avons orchestré dans le cadre de ce hors-série une séance au Louvre avec Jean Tullard qui nous commande ce tableau, ça c'est visible sur YouTube, et qui commente le sacre de Napoléon en disant que ce tableau est absurde. Le titre est absurde parce que ce n'est pas le sacre de Napoléon mais de Joséphine, et que comme le tableau est absurde. Et pourquoi le tableau est absurde? Parce que c'est un sacre qui a tout d'une cérémonie royale, alors que c'est en fait la continuation de la Révolution. Et l'analyse très intéressante que nous fait Jean Tullard à l'oral et puis Thierry Lenz dans le Figaro hors-série est que David en fait n'y croit pas. Et que c'est une peinture officielle qui représente, je crois qu'il y a 200 personnages sur ce tableau, mais un peu figé. Il y a beaucoup moins le souffle épique qu'on sentait dans certaines toiles, par exemple le Serment du jeu de paume, qui n'a pas fini, mais qu'il a esquissé. Là, David semblait croire à cette bourrasque de l'histoire qui passait. On sent dans le sacre de Napoléon que déjà, il est revenu de ses illusions, puisque en fait, même si Napoléon a consacré certains acquis de la Révolution, quand même, il revient à un pouvoir autoritaire et de type presque royal, qui en a les apparences en tout cas, et qui est la forme absolument pyramidale et non pas démocratique comme. Vous évoquiez tout à l'heure que parmi les thèmes majeurs peints par David, eh bien, il y a l'Antiquité. Parmi ces toiles très connues et gigantesques, le Serment des Horaces, peint en 1785. On va le voir. Sébastien Allard, le commissaire d'exposition, dit que c'est l'an 1 de la nouvelle peinture. Oui, alors c'est intéressant parce que souvent on dit c'est emblématique de la peinture révolutionnaire, mais c'est peint 14 ans avant la Révolution. Oui. Donc, non, pas 4 ans, pardon, 4 ans. 1785, oui, le Serment des Horaces. Et 10 ans avant la Terreur, ou la fin de la Terreur. Mais en fait, rétrospectivement, donc je vous ai parlé du goût de l'antique, qui est déjà là sous Louis XVI. Et là, ce que l'on célèbre, en fait, cette nouvelle peinture propose une vision beaucoup plus épurée, héroïque et épurée. C'est-à-dire que, par exemple, Poussin faisait des tableaux avec des scènes antiques, mais plein de personnages. Là, il y en a beaucoup moins. Il y a une forme d'éclairage caravagesque qui met un coup de projecteur sur les 3 Horaces qui font le serment d'aller défendre la patrie, sur les femmes qui pleurent parce qu'elles savent très bien que certains vont mourir et elles savent le coût de ce sacrifice. Et c'est une peinture qui est à la fois théâtralisé sans être théâtral. C'est-à-dire que tout est construit. C'est comme une mise en scène de théâtre, mais c'est beaucoup plus épuré parce qu'on veut passer un message. Et c'est dans cette veine-là que David va poursuivre sa peinture. Le Figaro hors-série consacré à David, c'est toujours en kiosque. Il nous reste maintenant 2 minutes pour évoquer les 200 ans du Figaro, auquel vous allez consacrer un hors-série. Voilà. Et puis Isabelle, on va aussi vous retrouver, vous, au Grand Palais, au mois de janvier, le 14, le 15, le 16, c'est quel est votre jour? Oui, alors j'interviens le 14 janvier dans l'émission Parlez-moi d'histoire, animée par Guillaume Perrault à 11h. Et puis pour le final musical et artistique, on a reconstitué le procès de Madame Caillot avec des avocats, Maître Basile Adair, Solange Doumic, Philippe Gossens et d'autres. Donc le procès tel qu'il s'est passé, Madame Caillot qui a tué le directeur de la rédaction du Figaro, Joseph Calmette, et puis suivi du spectacle musical de Christophe Barbier sur Offenbach et Villemessant, l'ancien directeur de la rédaction du Figaro, et finale musicale que la rédaction du Figaro va finir en musique avec une chorale que j'ai l'honneur d'orchestrer. Vous allez diriger la chorale des... Alors je ne dirige pas, mais je coordonne avec Louis Lecomte. Avec des journalistes qui prêteront leur voix. Des membres de la maison, des membres de la régie qui vont chanter du Offenbach à la fin. Et puis on finira par un spectacle de valse avec la Polka Figaro du Bal des Parisiennes, un morceau écrit par Strauss pour le Figaro.
Et à partir de lundi prochain, le 8 décembre, vous pouvez trouver dans tous les kiosques le Figaro hors série. Nous consacrons 160 pages sur les 200 ans d'histoire du journal, le plus vieux quotidien de France. Un événement que nous allons donc tous célébrer. Voilà. Vous êtes tous les bienvenus. Inscrivez-vous. Toutes les informations sur le site. Point de vue, c'est déjà fini. Merci Isabelle Schmitz Merci Anne-Emmanuel. d'avoir été avec nous en direct. Eh bien, j'ai la chance de vous retrouver demain, même heure, même endroit. D'ici là, passez une très bonne journée en compagnie du Figaro.